Alors, je vous propose donc d'entamer la dernière ligne droite de notre journée. Alors, nous allons le plaisir d'accueillir Alice Oran, qui donc va vous présenter, après la partie bibliographique présentée par Raphaël, la partie pratique de l'étude qui a donc été réalisée l'année dernière et en début d'année, dont les conclusions sont encore un peu provisoire, à partir donc de protocole expérimental pour évaluer l'effet de la porosité de la couche picturale sur les propriétés optiques du vernis appliqué, quel que soit d'ailleurs, indépendamment ou pas d'ailleurs du type de vernis utilisé. Donc je laisse la parole à Alice et je vous dis à bientôt. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous parler de l'étude que nous menons actuellement sur le rôle de la porosité des couches picturales sur les propriétés optiques des vernis de restauration utilisés en peinture de chevalet. Je m'excuse tout d'abord parce qu'il va y avoir un petit effet perroquet pour les 3 prochaines slides où je vais reprendre quelques-unes des notions qui ont déjà été abordées dans la journée. Le projet que nous menons actuellement s'inscrit dans le cadre d'études réalisées conjointement par le CDERMF et des restaurateurs. Il s'inscrit également dans une série d'études du CDERMF consacrées au vernis, parmi lesquels nous pouvons citer les travaux d'Anne-Solène Lehaut et ceux d'Anaïs Gentil-Vincent. Ce projet est à l'initiative des départements de recherche et de restauration du CDERMF et s'est développé en collaboration avec 2 conservatrices restauratrices, ma collègue Raphaël Rosini et moi-même. Cette association entre le CDERMF et des restaurateurs vise notamment à vérifier par la recherche l'état des connaissances empiriques des matériaux utilisés en restauration. Lorsqu'un vernis est appliqué sur une couche picturale, la littérature décrit ce processus tel que le schéma présenté à l'écran. Ici, nous voyons qu'en fonction du type de résine, c'est-à-dire une résine de haut ou de faible poids moléculaire, le film formé par le vernis sera plus ou moins brillant. Sera plus ou moins capable de niveler les rugosités de la surface. Il en résultera un film alors plus ou moins lisse et donc plus ou moins brillant. Ce mécanisme de nivellement est par ailleurs conditionné par 2 autres facteurs que sont la mouillabilité et l'adhésion de la résine au substrat. Ces 2 phénomènes de mouillabilité et d'adhésion des résines ont récemment été étudiés sur des couches lisses de peinture et ont montré un degré de variabilité selon la résine. Cette variabilité s'exprimait notamment par la capacité plus ou moins importante de la résine à pénétrer au sein de la couche de peinture. Maintenant, si l'on considère non pas une couche lisse, mais une vraie couche picturale, on peut alors la représenter comme le profil en coupe à l'écran. On voit ici qu'en plus des rugosités de la surface, il faut considérer des ouvertures dans la matière que sont les craquelures et les pores. Avec la présence de ces ouvertures, on voit alors la nécessité d'inclure dans la modélisation et l'analyse des propriétés optiques des vernis les phénomènes de pénétration des résines à l'intérieur même des couches. Les couches picturales sont en effet des matériaux hétérogènes et poreux, dont la porosité augmente d'ailleurs sous certaines conditions, comme l'a montré le travail d'Anaïs Gentil-Vincent, qui sera la prochaine à parler. Cette porosité est illustrée à l'écran, où nous avons 2 clichés pris à 2 endroits différents d'un même tableau et qui illustrent une différence d'état poreux au sein de la couche picturale. Un pore est défini comme un interstice entre les constituants solides d'une matière, donc la porosité, et le rapport des volumes des espaces vides sur le volume total. En termes d'interaction lumière-matière, on peut considérer le schéma montré à l'écran comme proche de la réalité.
C'est-à-dire qu'au sein d'une couche picturale, ces pores ou zones de vide plus ou moins larges vont avoir un effet sur la réflexion de la lumière et donc notre perception visuelle du matériau. En vernissant une surface, la quantité de résine qui va pouvoir pénétrer ces pores va dépendre de facteurs tels que ceux que nous avons introduits précédemment, comme la capacité de la résine à mouiller et adhérer à la surface, mais aussi sa viscosité ou encore le volume total de résine restante après le retrait du solvant. L'objectif de cette étude est de vérifier expérimentalement le rôle de la porosité des couches picturales dans l'apparence finale du vernis et ainsi de guider le conservateur-restaurateur dans le choix d'une résine, non pas seulement en fonction des propriétés intrinsèques de cette résine, mais également des caractéristiques physiques de la couche picturale. Ultimement, il s'agirait de trouver un système de test empirique aisément réplicable par le conservateur-restaurateur afin d'évaluer le type de surface en présence et d'utiliser la résine en adéquation. Le matériel qui a été choisi pour cette étude a été conditionné par le fait que les altérations et les différents cycles de vernissage, dévernissage d'une œuvre sont difficilement reproductibles. C'est pourquoi nous nous sommes penchés sur une modélisation simplifiée qui suit par ailleurs en partie celle du mémoire de Claire Meyrens qui a travaillé sur des problématiques très similaires aux nôtres. Des éprouvettes simulant de vraies peintures ont donc été préparées avec une toile de lin enduite d'une préparation acrylique industrielle. Ces toiles ont été recouvertes d'une couche de peinture alkyd pour la moitié des éprouvettes et pour l'autre moitié des éprouvettes de cette même peinture alkyd à laquelle on avait ajouté une charge de carbonate de calcium. On tente ainsi de créer une porosité différentielle entre les deux catégories d'éprouvettes en jouant sur la concentration pigmentaire volumique, car en rajoutant de la charge, on fait perdre une partie du liant interstitiel et donc, en théorie, on crée de la porosité. Par ailleurs, la couleur bleu de cobalt a été choisie car elle facilite la mise en évidence de l'absorption du vernis dans les couches dans certaines analyses. Le choix des matériaux était principalement motivé par la reproductibilité des échantillons. Les éprouvettes chargées et non chargées ont ensuite été vernies au spalter avec la même quantité de résine. Une zone témoin non vernie a été laissée pour chaque éprouvette. Et les résines qui ont été sélectionnées pour cette étude sont celles couramment utilisées par les conservateurs-restaurateurs en France. Il s'agit de 3 résines de faible poids moléculaire, une naturelle et 2 synthétiques, le Damar et le Laropal A81 et Regalrez 1094. Et enfin, une résine de haut poids moléculaire, le Paraloid B72. Les solvants et concentrations employés pour la fabrication des vernis en solution ont été déterminés par l'usage et par la littérature. Nous avons donc choisi une concentration à 15% pour l'ensemble des éprouvettes. 2 solvants seulement ont été retenus, seuls ou en mélange, pour restreindre les paramètres influençant la pénétration et le nivellement. Il s'agit du Shell Sol D40 et du Shell Sol A. Pour le Shell Sol A, qui contient une forte proportion d'aromatiques, nous avons limité son usage au strict minimum, c'est-à-dire quand la résine ne pouvait être dissoute sans, comme le Paraloid B72. Des superpositions de vernis ont également été réalisées sur les éprouvettes dans la lignée d'études anglophones qui se sont intéressées à cette question de la pénétration des vernis au sein des couches picturales. Nous avons réalisé une superposition de Regalrez sur Paraloid et de Laropal sur Paraloid. Les paramètres physiques et optiques qui sont mesurés dans cette étude et comparés entre eux sont la porosité, la brillance,
le changement de couleur et l'épaisseur des couches de vernis. Ces mesures sont faites avec les outils disponibles au C2RMF et c'est un point qui est important, notamment pour les mesures de porosité, parce que si d'autres études qui ont fait des mesures de porosité ont utilisé des outils tels que le synchrotron ou la résonance magnétique nucléaire, nous avons au C2RMF d'autres outils à notre disposition, sur lesquels d'ailleurs je reviendrai un peu plus tard. Une fois les éprouvettes réalisées, la première des questions qu'il faut résoudre est de savoir si le modèle d'éprouvette simule une porosité et de quelle manière. Dans le cadre de cette présentation, j'ajoute que nous n'avons pas inclus les éprouvettes sur lesquelles des superpositions de vernis sont appliquées, car avant même de comprendre l'influence d'un système multicouche, il faut d'abord comprendre l'influence d'un système monocouche de vernis. Les analyses étant actuellement en cours, je vous présente donc aujourd'hui des résultats préliminaires dont l'interprétation de certains aspects reste à faire. La manière dont nous avons choisi d'aborder la question de la porosité consiste en premier lieu à évaluer les surfaces en présence à l'œil nu en termes de perception et de brillance. En termes de perception de la brillance. Pour cela, nous soumettons les éprouvettes à un observateur qui les classe par ordre de brillance décroissante. Ce que l'on constate, tout d'abord, c'est que les parties non vernies des éprouvettes chargées paraissent plus mates à l'œil nu. C'est donc une indication que la modification de la peinture a bien altéré les propriétés optiques de la matière. Deuxièmement, la récolte des données est encore en cours, mais pour l'instant, elle met en avant 3 éprouvettes qui font consensus quant à leur brillance accrue. Il s'agit tout d'abord du régal-rez sur éprouvette non chargée, puis du paralloïde sur éprouvette non chargée, et enfin du paralloïde sur éprouvette chargée. Une fois que les observations à l'œil nu fournissent une évaluation de base, on se penche alors sur une caractérisation de la porosité au niveau de la surface. Des tests d'absorption de gouttes d'eau et de porosimétrie au mercure ont été réalisés, mais ces 2 outils d'analyse, utilisés sur d'autres objets patrimoniaux poreux tels que les céramiques, ne sont pas concluants. C'est sans doute que la porosité créée par l'ajout de carbonate de calcium se trouve à une échelle plus fine que celle détectable par ces mesures. Et cette échelle doit alors faire, ces mesures doivent alors faire l'objet d'investigations mesurables à cette échelle. Parallèlement à ces analyses de porosimétrie, nous nous sommes penchés sur une observation des éprouvettes sous microscope 3D afin d'évaluer si les surfaces des zones chargées de carbonate de calcium présentaient des différences morphologiques avec celles qui n'étaient pas chargées. Des premiers clichés ont été réalisés pour vérifier l'intérêt de l'outil et c'est ce que nous vous présentons aujourd'hui à l'écran. Nous allons par la suite réaliser de manière systématique des clichés sur chaque éprouvette pour en extraire un profil morphologique. Et ces profils d'éprouvettes chargées et non chargées seront alors comparés. Le brillance-mètre permet la caractérisation de la brillance d'une surface en évaluant la quantité de lumière spéculaire réfléchie. Nous l'avons tout d'abord utilisé dans cette étude afin de confirmer que nos éprouvettes vérifiaient un paramètre bien connu, qui est que l'application d'un vernis sur une peinture modifie sa brillance. C'est bien ce que la figure présentée à l'écran vérifie. Avec l'application d'un vernis et selon le type de résine, la brillance est plus ou moins importante. 2 groupes se distinguent par ailleurs entre les résines, le damar laropal et le paralloïde régal-rez. Si le régal-rez est bien connu pour être une
pour être une résine très brillante. Le paralloïde ici le précède de peu, et ce qui peut soulever des questions que nous aborderons un peu plus tard. En poursuivant l'analyse au brillance-mètre, nous avons comparé les parties non vernies de l'ensemble des éprouvettes. Il en ressort que les couches picturales non chargées sont plus brillantes que celles pour lesquelles du carbonate de calcium a été ajouté. C'est donc que la rugosité a été modifiée. Sur les parties vernies, on a mesuré un phénomène similaire pour les résines appliquées en couches simples. En comparant chaque résine sur surface chargée et non chargée, on observe une diminution de la brillance sur les surfaces chargées. C'est particulièrement visible pour le paralloïde et le régalrèse, dont l'écart de brillance est important. Seul le lard opale sur cette figure semble avoir une surface plus brillante sur surface chargée, mais pour l'instant, nous n'avons pas assez de données pour établir une conclusion définitive. La caractérisation des changements optiques se traduit aussi par des mesures de couleur. Pour une éprouvette vernie, la colorimétrie permet de comparer non seulement la teinte intrinsèque, mais aussi de faire une mesure de couleur qui prend en compte l'état de surface. Ce qui veut dire qu'en comparant ces deux mesures entre les deux types d'éprouvettes, celles qui sont chargées et non chargées, il est possible d'évaluer l'impact du vernis sur la couleur intrinsèque indépendamment de l'effet du nivellement. Donc en théorie, cela nous donnerait une indication potentielle sur la pénétration de la résine. Pour l'instant, néanmoins, nous avons rencontré des variations importantes de mesures au sein d'une même éprouvette. C'est ce qui est illustré à l'écran par l'importance des écarts types pour chaque éprouvette. Et nous sommes actuellement en cours de discussion afin de déterminer le changement de protocole dans la prise de mesure. La tomographie en cohérence optique est utilisée dans le cadre de ce projet pour caractériser les couches en présence, leurs interfaces et de mesurer les épaisseurs de couches. Si l'on s'intéresse d'abord, comme pour le reste des analyses, à la différence entre surface chargée et non chargée non vernie, les images présentées à l'écran montrent bien une différence d'intensité lumineuse entre éprouvettes chargées et non chargées à l'interface avec l'air. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais c'est la couche la plus en haut de chaque image, qui paraît plus lumineuse sur l'image du haut, qui est une peinture non chargée, et moins lumineuse sur l'image du bas, qui est une peinture chargée. Sur le graphique à côté de ces images, on voit que pour la courbe bleue qui correspond à la peinture chargée de carbonate de calcium, la lumière incidente est plus diffusée et c'est pour cela que l'intensité de la lumière réfléchie est plus importante car elle rencontre plus d'hétérogénéité dans la matière. Ce qui veut dire que la lumière pénètre moins que dans la matière homogène de la couche d'alkyd non chargée qui est représentée par la courbe rouge. Maintenant, si nous nous intéressons aux couches de vernis, l'OCT permet une réelle visualisation et identification de celles-ci. On voit à l'écran une éprouvette de paralloïde avec une mesure prise à cheval entre une zone vernie et non vernie. On distingue sur la gauche, c'est la droite en fait, oui, sur la droite la couche de vernis. Ah oui. On distingue sur la droite la couche de vernis, en dessous la couche picturale et enfin la préparation. L'OCT a par ailleurs détecté une épaisseur de couche plus importante sur les éprouvettes de paralloïde que pour les restes des éprouvettes. Si nous passons maintenant à la discussion des résultats préliminaires présentés, nous pouvons voir premièrement que le modèle mis au point permet effectivement de modifier les propriétés optiques.
Des différences marquées entre éprouvettes chargées et non chargées, non vernies, ont été qualitativement et quantitativement observées à l'œil nu, par brillance-mètre et à l'OCT. Concernant les vernis appliqués, des variations de comportement ont été notées entre les résines sur éprouvettes chargées et non chargées. Cela s'est également observé à l'œil nu, par analyse au brillance-mètre et à l'OCT. Ces différences restent néanmoins à être caractérisées selon le type de résine. Pour ce qui est de la brillance observée du paralloïde, il est probable que, vu l'épaisseur de la couche détectée à l'OCT par rapport aux autres résines appliquées, cela ait contribué à sa forte brillance, ainsi que le solvant choisi, qui a une évaporation plutôt lente. À ce stade, cependant, nous ne pouvons surtout parler que de différences de rugosité entre les éprouvettes. Pour pouvoir parler de porosité, de nouvelles analyses sont en cours et incluent des mesures au microscope électronique à balayage, des essais mécaniques, ainsi que des mesures en microtopographie grâce au concours de Clotilde Boust, qui est responsable du groupe imagerie du département recherche au C2RMF. Ce que l'on peut aussi dire sur notre choix de jouer sur la concentration pigmentaire volumique pour simuler une porosité, c'est que celle-ci n'est sans doute pas semblable à celle d'une couche de peinture altérée ou vieillie. À la place, nous aurions pu choisir de créer de la porosité avec du cyclododécane, comme cela l'a déjà été fait dans une autre étude au C2RMF. Nous réfléchissons également à faire subir un vieillissement artificiel aux éprouvettes, mais aussi à les faire entrer dans un cycle de dévernissage et revernissage afin d'établir des points de comparaison. Enfin, cette étude n'a pas inclus le MS3, qui est la résine dernière génération qui remplace le MS2A, mais il serait très intéressant de l'étudier afin d'étoffer les comparaisons que nous allons pas pouvoir faire. Et je vous invite à aller voir la fiche du fabricant sur le MS3 qui vante les mérites de cette nouvelle résine comme le sauveur des chefs-d'œuvre du monde. Voilà, c'est très intéressant. Merci. Merci Alice. Donc, on reste tous un petit peu dans le suspense des conclusions de cette étude. En attendant, effectivement, je propose de passer la parole donc à Anaïs Gentil, qui va nous parler. Alors, quand on parle de transformation optique, il y en a une sur les vernis qui est bien évidente et bien connue de tous, c'est la formation des chancis et les problèmes de ces chancis. Donc Anaïs a fait, il y a quelques années maintenant, je ne sais plus quand c'était Anaïs. En 2017, une thèse donc relative à la formation des chancis et à la question effectivement du traitement de ces chancis. Donc dans ce cadre-là, on s'est dit que pour donner une note peut-être un peu pessimiste sur l'avenir qui nous attend, nous allions donc donner la parole à Anaïs dans le cadre de cette journée vernie pour nous parler donc de sa recherche. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Merci aux organisateurs. Juste vérifier qu'il est sur on. C'est-à-dire le bouton au-dessus. C'est bon. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et de m'avoir permis donc de parler des chancis de vernis, mais d'aller un petit peu en hors sujet et de vous évoquer un petit peu les chancis de couche picturale, parce que ma thèse était sur les deux et initialement d'ailleurs devait traiter uniquement des chancis de couche picturale. Donc on va parler des chancis de vernis et des chancis de couche picturale. Vous en avez quelques exemples ici qu'on a pu étudier au cours de la thèse. Donc ici un beau chancis de vernis suite à un dégât des eaux et ici des chancis de couche picturale localisés sur les cheveux ici dans le fond par exemple.
La cause de l'altération des chancis, et je ne vous apprends rien, l'humidité. Donc ça peut être dégâts des eaux, conservation en milieu humide ou alors suite à des traitements de restauration à queue. Et vous avez par exemple en illustration le dégât des eaux qu'il y a eu au musée de Montargis, au musée Girodet, qui nous a permis d'étudier beaucoup de chancis de vernis sur la fin de ma thèse, puisque le sinistre avait eu lieu en 2016 et j'ai soutenu en 2017. Donc les phénomènes, au moment du début de la thèse, les phénomènes impliqués dans le processus de l'altération étaient non identifiés. Il y avait beaucoup d'hypothèses, notamment l'apparition de microstructures et était notamment et quasi exclusivement dans les articles évoqué la notion de microfissuration, puisque avant ma thèse, chancis était égal à microfissuration dans la plupart des cas. Et on parlait également de microcristallisation en surface, ou alors une modification de l'indice de réfraction de la couche, migration d'acide gras libre qui montait vers la surface. Voilà, il y avait plusieurs cas de figure qui étaient évoqués, ici une petite liste avant ce travail. Ce travail était important donc, pour la caractérisation de l'altération, mais également d'un point de vue restauration, puisque les restaurations étaient jugées par les restaurateurs pas forcément toujours efficaces ou durables, en particulier pour les chancis de couche picturale. Et donc voilà, il y avait un vrai sujet sur les chancis et comprendre l'altération, son mécanisme d'apparition, pour être capable ensuite de la traiter au mieux. Donc, les trois objectifs étaient donc de caractériser à différentes échelles en allant du macroscopique au nanoscopique. Ensuite, comprendre l'altération, comprendre à la fois pourquoi l'apparence visuelle était dégradée et son apparition. Et ensuite, restaurer, donc étudier à la fois des traitements actuels et tenter de proposer des nouveaux traitements à partir d'échantillons éprouvettes dans un premier temps. Le corpus, donc je vais d'abord dans un premier temps vous parler exclusivement de chancis de vernis et je reviendrai à la fin sur les chancis de couche picturale pour aller dans un premier temps totalement avec le thème et pas commencer par être hors sujet. Donc notre corpus d'études, c'était quelques œuvres initialement qu'on avait étudiées à toutes les échelles, donc ces œuvres-là. Ensuite est venue sur la fin de ma thèse, donc quasiment sur la partie rédaction, donc elles n'ont pas été étudiées autant, mais pour l'aspect macroscopique, elles ont apporté beaucoup de choses. Les œuvres donc, du musée Girodet que vous voyez ici, qui sont très très altérées, vous pouvez voir des blanchiments sur toutes les œuvres, à des degrés assez divers, mais sur toutes les œuvres, et ensuite des échantillons modèles où on avait reproduit l'altération sur des éprouvettes. À l'échelle macroscopique, donc les chancis de vernis, on a pu voir notamment grâce au très gros corpus d'œuvres que le C2RMF a reçu du musée Montargis suite aux dégâts des eaux, différents degrés d'altération. Donc ici, une opacification partielle où on voit encore la couche picturale à travers. Une opacification donc plus totale ici. Et pour finir par endroits, des pertes de cohésion de la couche de vernis qui se clivent totalement. Ce qui est assez intéressant de souligner, c'est que c'est vraiment une opacification de la matière et pas vraiment un blanchiment finalement, comme on a tendance à dire, puisqu'on voit ici que si le vernis initialement était jauni, on a quelque chose qui reste jauni, la couleur ne change pas, on a vraiment quelque chose qui s'opacifie et non qui blanchit. On avait différents faciès d'altération, donc que ce soit des altérations vraiment très homogènes, comme vous pouvez voir ici, ou alors des altérations plus partielles et qui suivaient véritablement les craquelures. C'était assez intéressant sur les œuvres de Montargis de voir ces phénomènes d'altération. Et ici, c'est une œuvre d'Amiens qui suit vraiment les craquelures, où on voit que l'eau pénètre véritablement par les craquelures, et c'est à cet endroit que se forment les chancis, ou alors sur des petits spots de défauts un peu plus localisés. À l'échelle microscopique, et ça a été la vraie... Là, c'est présenté de manière très rapide, comme si ça avait pris 5 minutes à passer de la slide précédente à la slide actuelle. Mais à l'échelle microscopique, on a pu voir donc, que ce n'était pas du tout des microfissurations de la matière, mais que c'était des microporosités. Et ce qui nous a permis de voir ça, c'était d'observer les échantillons au microscope électronique à balayage, mais sans les inclure.
Parce qu'au début, c'était ça qui avait provoqué beaucoup de tâtonnements. On a tendance à inclure les échantillons pour les regarder en microscopie électronique. Et en fait, le problème, c'est que quand on incluait, la résine est pénétrée dans les pores. Du coup, maintenant qu'on sait que c'est des pores, et en fait, ça a régénéré plus ou moins la matière. Et en fait, on voyait rien. Et on a mis un petit peu de temps à comprendre que voilà, il y avait un problème de mise au point et qu'il fallait changer notre manière de traiter l'échantillon à la base. Vraiment, la préparation de l'échantillon, c'est vraiment quelque chose de toujours capital dans notre domaine. Et ça nous a permis ensuite donc, de pouvoir voir toutes ces porosités. Donc, vous voyez des porosités, l'échelle à chaque fois, c'est 1 micromètre. Donc, des porosités qui font de quelques dizaines de nanomètres, quelques centaines de nanomètres à quelques microns, on va dire. Donc, des porosités vraiment assez petites. Et ensuite, grâce aux échantillons éprouvettes qu'on avait pu faire, donc c'est des vernis, ici un vernis mastic, plongé dans l'eau pendant plusieurs jours, donc pendant 1,5 jours le premier jusqu'à 30 jours, donc pendant 1 mois. Et on a pu voir vraiment la cinétique de l'altération avec au début un bleuissement et ensuite un blanchiment, ce qui nous a permis véritablement de relier ces deux phénomènes qui étaient le bleuissement des vernis et les chancis, puisque finalement, si on commence à avoir un aspect bleuté, donc un bleuissement sur des vernis, c'est finalement le premier stade d'un chancis et c'est le moment où il faut presque commencer à réagir avant qu'il ne soit trop tard et qu'il y ait un chancis. Donc ça a permis de relier ces deux altérations connues des peintures. Et ici, vous voyez sur une peinture ancienne une image où on voit vraiment les deux, où on a ici à la fois du chancis qui est blanc et un aspect bleuté dessous en même temps. Et on voit une véritable différence de porosité entre le début où on a des porosités qui sont vraiment très petites et au fur et à mesure des jours, on a des pores qui deviennent de plus en plus gros. Donc très petits, on est bleu et quand ils sont plus gros, on devient blanc. Tout ça a pu être expliqué grâce, on vous a dit que les vernis, il y avait beaucoup d'optique depuis ce matin. Donc c'est un phénomène optique. On a beaucoup parlé de diffusion de la lumière depuis ce matin. Je vais être un petit peu plus précise, puisque pour l'échantillon, on a différencié donc, la diffusion Rayleigh, qui est une diffusion qui réfléchit toutes les courtes longueurs d'onde. Donc on a un aspect bleuté et qui les grandes longueurs d'onde sont transmises. C'est pour ça qu'en lumière transmise, pour les chancis, si on les regarde, si on les fait sur des lames, on a un aspect un petit peu rouge-orangé, comme en fait, finalement, c'est la même chose que le bleu du ciel et le coucher du soleil. En fait, on retrouve la même chose pour les chancis. C'est plus ou moins le même phénomène. Tout ça, c'est la diffusion Rayleigh. Et ensuite, donc, on a des pores qui ont une taille... Ah non. On a pu modéliser donc, l'influence de la taille des pores, donc ce qu'on voyait d'un point de vue expérimental, le modéliser voilà, avec des systèmes de modélisation par informatique et voir donc, que plus la taille des pores augmentait, on passait d'une couche qui était au début le noir, c'est pour translucide, qu'on ne peut pas matérialiser, et ensuite qui devenait bleuté puis blanc. Ensuite, si on grossit la taille des pores, donc on est sur la diffusion de mi, donc qui est non dépendante de la longueur d'onde. C'est pour ça qu'on a une diffusion de toutes les longueurs d'onde et donc un aspect blanc. Et ensuite, si on continue de grossir, comme je vous l'ai dit, on a des porosités qui deviennent interconnectées et donc une couche qui devient de plus en plus friable et une perte de cohésion. On s'est du coup intéressé, après avoir compris ce que c'était qu'un chancis, à la formation de ces pores, essayer de comprendre comment est-ce qu'ils apparaissaient. Donc il n'y avait aucune dégradation chimique qu'on a mis en évidence. On a vu qu'il y avait un léger gonflement de la matière. Entre une couche non chancis et une couche chancis, on voit qu'on a un gonflement de la matière et on voit très bien, c'est des images par ECT, on voit très bien l'effet de diffusion de cette couche chancis où on a vraiment une grosse diffusion de la lumière à cette interface. Et ensuite, on a vu qu'on avait vraiment une diffusion progressive de l'eau depuis la surface vers l'intérieur de la couche. Si on a une couche très très épaisse ou une couche fine, finalement, ça ne change rien. C'est vraiment quelque chose qui est graduel. Voilà. Et ensuite, on s'est intéressé à vraiment qu'est-ce que c'était les vernis, qu'est-ce qui pouvait expliquer tout ça, puisque finalement, on n'avait pas de dégradation chimique. Donc, il fallait expliquer ce phénomène. Et on a assimilé les vernis à des ionomères, c'est-à-dire des matériaux présentant à la fois une chaîne principale apolaire avec des groupements ionisables. Comme vous avez à côté une image donc avec des dimères, des multiplés, des clusters ioniques et ensuite un ionomère. Et donc ces clusters ioniques dont on va reparler tout de suite,
ils sont faits de telle manière qu'à l'intérieur, on a des groupements polaires. Et donc, c'est l'hydratation de ces clusters ioniques qui fait finalement des régions aqueuses, puisque l'eau va dans ces endroits-là. Et ensuite, petit à petit, on a donc des régions aqueuses qui vont coalescer. Et que vous voyez ici, où on a des petits pores, mais vous voyez qu'ils sont moins sphériques que ceux qu'on a pu voir dans les images précédentes, où on voit qu'ils sont vraiment créés par la coalescence de plusieurs pores, ce qui leur donne une forme un petit peu particulière. Et ensuite, quand on déshydrate ces clusters ioniques, quand les pores sont vraiment petits, ce qu'on a pu voir, inférieurs à 25 nanomètres, les pores se résorbent d'eux-mêmes, puisque c'est plus stable de les résorber. Par contre, quand ils font plus que 25 nanomètres, le blanchiment persiste, et puis du coup, le chancy persiste aussi. Enfin, le chancy apparaît plutôt. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, sur cette œuvre de Girodet, c'est forcément que c'est aussi une photo prise directement en sortie de la réserve du musée, donc où l'œuvre était encore humide, et ici l'œuvre après séchage qui a été prise en photo au C2RMF, et on voit donc que les pores au début ils sont remplis d'eau, donc la différence d'indice entre l'eau et le liant est plus faible qu'entre le liant et l'air, donc du coup on a ici un blanchiment qui est assez faible, et ici quand la différence d'indice augmente, on a un blanchiment qui devient de plus en plus visible, donc en se déshydratant, le blanchiment apparaît d'autant plus, on a une accentuation du blanchiment. Donc au début, on peut avoir l'impression que les œuvres ne sont pas si altérées que ça. Et finalement, quand elles sèchent, on a un blanchiment qui apparaît de plus en plus. Pour les traitements utilisés jusqu'à maintenant en restauration, pour les chancy de vernis, ce n'est pas un gros enjeu, du coup je ne vais pas trop en parler. On avait je ne vous apprends rien, avec des solvants sous forme liquide, principalement. Ici, vous en avez un exemple de cette œuvre que je vous ai montré au début, avant et après restauration, où ça marche la plupart du temps très très bien. Il y a quelques cas où ça marche un petit peu moins bien, notamment une peinture du musée Girodet où il y a eu un peu plus de mal. Et je voulais évoquer, vous allez me dire, ça se fait plus, ça se fait pas, mais dans ma tête, j'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui l'utilisaient, donc je le mentionne quand même. Ah mince, c'est en noir. Vous allez voir, c'est des solvants volatiles sous forme vapeur. Il y a plusieurs conférences que j'ai faites où des personnes l'utilisaient encore, et j'alerte un petit peu sur les dangers liés au ramollissement de la matière. C'est des personnes qui travaillent de manière plutôt indépendante qui faisaient encore ça, mais voilà, ça se fait et c'est pas quelque chose qui est à recommander selon moi. Ensuite, on s'était demandé, et je ne vais pas parler beaucoup là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant de le mentionner, pourquoi finalement les vernis synthétiques, donc je vais les appeler vernis synthétiques sous forme générique, ne chancissent pas. On avait fait des éprouvettes où on avait mis dans les mêmes conditions des échantillons de vernis naturel et des échantillons de vernis synthétique pour voir s'ils chancissaient. Et on a eu une couche qui est restée transparente pendant tout le temps, alors que les autres ont vraiment blanchi. Et en fait, ça s'explique par le fait que c'est des molécules qui sont non ionisables avec un fort caractère hydrophobe et que du coup, l'humidité leur fait pas grand-chose. Ils sont vraiment stables à l'humidité. Donc c'est quelque chose qu'on a juste survolé sur la fin. On avait fait juste un test à la fin de ma thèse, mais quelque chose sur lequel je voulais revenir un peu plus. On a parlé tout à l'heure des solvants, parce qu'un vernis, c'est la résine, mais c'est aussi le solvant. Et ce qu'on avait pu mettre en évidence sur les vernis naturels, parce que du coup, j'ai surtout travaillé sur les vernis naturels qui sont ceux qui chancissent, qu'il y avait une cinétique d'altération qui était différente selon si on prenait une résine damar ou une résine mastic. Et on avait vu, il y a eu visiblement la damar, c'est très beau et c'est miraculeux, mais moi je vais vous dire que la damar, ça chancie beaucoup plus que le mastic. Donc voilà, je vous donne l'information, après vous en faites ce que vous voulez. Mais on a pu vous montrer dans les tests que ça prenait beaucoup plus l'eau, la résine damar, que la résine mastic. Et ensuite, l'essence de térébenthine est certes beaucoup moins utilisée, avec le temps elle est beaucoup moins utilisée, donc ça c'est très bien parce qu'on avait vu que l'essence de térébenthine avait un facteur qui accélérait le chancy, qui était plus les couches préparées avec l'essence de térébenthine par rapport aux couches préparées avec du white spirit étaient plus enclines à s'altérer que donc le white spirit pour la préparation des vernis dans des œuvres qui ont potentiellement
un facteur de risque par rapport au chancy et selon moi à privilégier par rapport à l'essence de térébenthine. Mais voilà, ça reste que des données. Et ce qu'on avait... Ce qu'on avait étudié aussi, c'était l'effet de la quantité de solvant dans le vernis. Et on avait pu voir que ici c'était un ajout de térébenthine qu'on rajoutait. Et que plus on mettait de térébenthine, donc plus le ratio vernis solvant était faible. Donc plus il y avait de solvant, plus on avait un chancy qui était important et vraiment de manière très très impressionnante. Quand on avait assez peu de résine, on avait vraiment un chancy très très important. Donc ça a aussi la quantité de solvant a aussi un impact sur le chancy. Pour les chancy de couche picturale maintenant, donc un corpus avec des peintures anciennes assez conséquents, avec beaucoup de prélèvements qui avaient été faits pour vraiment réussir à comprendre ce que c'était que le chancy de couche picturale, parce qu'à la base la thèse était que sur ça. Des échantillons modèles et ensuite quelques œuvres sur lesquelles le produit qu'on a développé ont été testés. Donc un chancy de couche picturale à l'échelle macroscopique, donc vous avez quelques blanchiments localisés. On peut voir que par endroits, c'est vraiment des îlots blanchis où on a autour toute la... C'est pas forcément blanchi de manière très très uniforme, ça se voit très bien ici et ici où on a quelques écailles qui sont blanchies mais pas forcément toutes. À l'échelle macroscopique, mais plus zoomée, on avait pu voir qu'on avait le blanchiment de la matière, du liant, mais qu'on voyait quand même encore les pigments, parce qu'à un moment, il avait été question de est-ce que les chancy étaient une décoloration de pigments, est-ce que ça pouvait être ça qui expliquait, mais non, les pigments sont vraiment toujours présents, c'est le liant qui devient opaque et qui blanchit, qui fait qu'on a un aspect beaucoup plus blanc. Et ceci avait été confirmé par des compositions sous forme luminance-chrominance, donc avec le L qui correspond à la luminosité, donc l'aspect blanc ou noir. Et on voyait que les écailles qui étaient chancy, on avait un changement de luminosité, mais on n'avait vraiment aucun changement de couleur. Donc c'était vraiment juste la luminosité de la couche qui changeait. À l'échelle microscopique, on a quelque chose qui est très analogue au chancy de vernis, puisqu'on a également des porosités qui sont forcément moins sphériques, moins jolies que les images précédentes, puisqu'on a des pigments. Donc forcément, ça change, ça crée des contraintes supplémentaires. Donc on a un système qui est un peu plus complexe, forcément. Et on s'était demandé, du coup, les porosités, où est-ce qu'elles étaient présentes dans la stratigraphie de la couche picturale? Est-ce qu'elles étaient autour des pigments? Est-ce qu'elles étaient dans le liant? Et pour faire ça, on avait fait de la nanotomographie X à contraste de phase pour voir vraiment l'arrangement tridimensionnel des porosités. Ça avait été fait donc, au synchrotron à Grenoble. C'est une technique de pointe qui nous avait permis d'aller au nanomètre, puisque vous voyez que la taille d'un pixel faisait 50 nanomètres, donc on était vraiment ici sur des observations à l'échelle nanométrique. Et on avait pu mettre en évidence sur plusieurs œuvres qui avaient été étudiées que ici vous avez les pigments qui sont en bleu sur toutes les images, le liant qui est en vert et les porosités qui sont en rouge, que les pores étaient vraiment dans le liant, et donc on avait de manière analogue au chancy de vernis, une altération de la matière organique dans les deux cas. Par rapport au traitement utilisé donc, pour les chancy de couche picturale, il y avait un enjeu beaucoup plus grand par rapport au chancy de vernis. Les solvants volatiles, très volatiles, s'avéraient totalement inefficaces. Et ensuite, les solvants peu volatiles. Donc, il y a certains noms que certains d'entre vous n'utilisent plus, mais je sais que certains continuent à les utiliser. Donc, ils sont mentionnés. On avait vu que ce n'était pas toujours très durable comme restauration. Ce matin, on a parlé de combien de temps devait durer une restauration où on partait sur 80 ans. J'ai le cas, par exemple, d'un tableau de Chardin qui a été régénéré 3 fois en 36 ans. Donc voilà, quand on parle de restauration non durable pour les chancy de couche picturale, c'est un très bon exemple. Et donc voilà, on a une évaporation du solvant, parce qu'au début, le solvant, il annule la différence d'indice, donc momentanément, tout va bien, puisque les pores sont comblés, mais dès que le solvant s'évapore, forcément, le chancy revient et tout revient. Et ici, c'était
des images d'une zone chancy et ici une zone dite régénérée, mais où on voyait très bien que les pores étaient toujours présents et qu'on avait eu quelque chose qui ressemblait quand même à un ramollissement de la matière, puisque les pores avaient un aspect un petit peu plus diffus, un petit peu moins sphérique que dans la partie qui était non chancy, où on a des bords qui sont vraiment nets. Donc on voyait sur cette image d'échantillons régénérés. On s'est donc attelé, après avoir donc caractérisé, compris le phénomène au développement, ou du moins la réflexion sur le développement d'un traitement de restauration. Les caractéristiques qu'on avait donc du traitement de restauration idéal, je mets des guillemets, et uniquement pour les chancy, c'était que ça soit un liquide avec une faible viscosité, puisque pour que ça puisse pénétrer dans les pores, on a vu que les pores faisaient jusqu'à quelques nanomètres, donc il fallait que ça soit vraiment quelque chose de très perméable, avec des petites molécules toujours en lien avec la taille des pores, que le produit ait un indice de réfraction proche de celui du liant pour annuler la différence d'indice et donc le blanchiment. Et ensuite, tous les préceptes liés à la conservation-restauration qui soient réversibles, inertes et stables au long terme. Donc un joli cahier des charges. Et après plusieurs essais, il y en a un qui fonctionnait pas du tout, qu'on avait testé où ça réagissait avec la matière, ça faisait en surface des échantillons modèles, ça faisait des sortes de baguettes blanches, voilà, des choses pas du tout qu'on avait envie de proposer aux restaurateurs, mais on a proposé un composé perfluoré qui s'appelle dans la thèse DPFPE pour c'était le nom qu'on avait choisi, puisque c'est un composé perfluoré, dit perfluoré, qui avait une haute stabilité grâce aux liaisons entre le carbone et le fluor, donc qui était stable d'un point de vue thermique et d'un point de vue UV, avec une faible volatilité, ce qui nous allait très bien, puisqu'il fallait que ça reste le plus longtemps dans les pores et que ça ne s'évapore pas l'année suivante ou même beaucoup plus rapidement, et que ça soit le principal critère. On voulait que ça soit un solvant donc, qui ne puisse pas être enlevé par les solvants utilisés conventionnellement par les restaurateurs. Donc, parce que forcément, si après il y a une restauration pour autre chose que le chancy et que ce solvant vient solubiliser cette matière qu'on a introduite, c'est pas du tout ça qu'on voulait. Donc, on voulait que ça soit soluble uniquement dans des solvants qui sont pas utilisés en restauration jusqu'à maintenant, pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Donc, c'est des produits qui sont solubles uniquement dans les solvants fluorés qui sont pas utilisés en restauration. Et c'est des composés, donc les composés perfluorés qui étaient utilisés. Il y avait déjà de la biblio là-dessus, mais ça n'avait jamais été utilisé pour la peinture, qui sont utilisés comme hydrofuges pour les bâtiments. C'était surtout utilisé en Italie. Il y a eu un gros travail sur ces composés en Italie. Et donc, c'est des composés qui sont sans danger pour les œuvres, et ça n'avait pas été précisé dans le cahier des charges, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur, que ça soit surtout sans danger pour les restaurateurs. Pas vous proposer quelque chose où il faut mettre un masque et tout un attirail. C'était pas OK, ça permettait de résoudre les chancy, mais est-ce que c'était vraiment une bonne solution ? Il y a eu des tests de fait, donc, dans un premier temps sur des pigments bruts, donc non enrobés, pour voir est-ce qu'il y avait des réactions, avec notamment des pigments qui sont censés être un petit peu capricieux, comme le vermillon qui peut noircir, les lacs, le vert de gris qui aussi a tendance à s'altérer. On n'a rien vu comme dégradation. Et ensuite, on l'a testé sur des systèmes modèles. Ici, donc, vous avez la zone de test et en bas, la zone témoin où on retrouve, donc c'est un échantillon chancy, on retrouvait, j'ai pas mis le témoin, mais plus ou moins la couleur du matériau non chancy. Et ensuite, on avait fait des essais pour la réversibilité, où ici, c'est l'échantillon après essai de réversibilité, où on voit qu'on retrouve totalement le matériau initial. Donc, on a quelque chose qui est réversible. Ce qu'on avait aussi étudié à l'échelle microscopique, où ici, on a une couche qui est poreuse. Là, avec le produit, elle est pas poreuse ou moins poreuse en tout cas. Et ici, on retrouve la porosité une fois qu'on a retiré le traitement. Donc, fort de ces premiers essais nombreux sur les pigments et sur les éprouvettes, on a testé, ici je vous en présente un, mais il y en a eu 4 œuvres qui ont été sur lesquelles on a appliqué le produit. Une œuvre où ça va rejoindre
communication précédente, qui est tellement poreuse que finalement le produit rentrait à chaque fois dans la couche picturale et il aurait fallu en mettre beaucoup trop. Ça, à chaque fois, ça pénétrait et en fait, ça n'avait aucun effet en surface sur le blanchiment puisque ça rentrait beaucoup trop dans la matière. Une œuvre du musée du Louvre où ça n'a pas fonctionné mais qui a un historique assez spécial et donc c'est pas si étonnant que ça fonctionne pas. Mais par contre, sur cette œuvre-là et sur une autre où j'ai aussi du recul, où on m'a dit que rien ne bougeait, on avait fait des tests. Et donc, vous voyez ici, je vais regarder, en bas, c'est le test du produit fluoré. Au milieu, on avait appliqué donc, un vernis d'amare, juste le vernis. Et en haut, c'est du diacétone-alcool, qui est un solvant qui est assez souvent utilisé pour les chantilly de couche picturale. Et où on voyait que, donc sans vernis, on n'avait pas appliqué de vernis par-dessus le diacétone-alcool et on voyait que rapidement le diacétone-alcool s'évaporait et du coup le blanchiment revenait alors que le produit persistait dans la matière et on avait quelque chose d'assez satisfaisant sur du moyen terme en tout cas. Et maintenant sur du un peu plus long terme, parce que les retours que j'ai eus c'était il y a quelques mois et du coup j'ai fait les essais, ça devait être en 2016. Donc il y a quand même pas mal d'années et c'est toujours satisfaisant sur la peinture qu'on avait traitée. Et les essais de réversibilité parce que bon, c'est bien si ça marche, les essais de réversibilité sur des échantillons modèles, mais c'est encore mieux si ça marche dans la vraie vie sur des peintures. Donc un essai de réversibilité qu'on avait fait, où on voit qu'on retrouve le blanchiment. On n'avait fait qu'un passage pour pas non plus abîmer, pas non plus trop travailler sur l'œuvre. Et on voulait vraiment que notre zone de test reste. Donc on avait juste fait un petit passage en haut pour voir si ça fonctionnait. Et on retrouvait donc l'aspect chantilly qu'on voulait éviter. Donc en conclusion, les chantilly, on a pu voir donc, que c'était des structures très poreuses. Donc on a beaucoup parlé de vernis et de porosité cet après-midi. Donc on est en plein dedans. Et les pores étaient localisés soit dans le vernis, soit dans le liant des couches picturales. Donc l'altération est induite par une diffusion de la lumière, que ça soit rélais quand c'est du bleuissement ou mi quand c'est des chantilly de vernis ou des chantilly de couches picturales. Et la formation des pores est induite par une sorte d'hydratation des régions polaires des zones micro-ségrégées. On a développé un traitement qui est prometteur. Et je voulais signaler en conclusion qu'il y a eu une soutenance de thèse cet après-midi à 14h, donc du coup, vous ne pouviez pas être partout, mais de Yuqing Zhang qui a synthétisé d'autres produits fluorés du même type que celui que j'avais utilisé. Et j'ai assisté à cette soutenance de thèse, je n'étais pas là en début d'après-midi parce que je voulais écouter. Et elle propose, en plus du produit qu'on avait nous utilisé, elle propose pour les chantilly de couche picturale 2 produits qui, d'après ces tests, fonctionnent aussi. Donc affaire à suivre, mais visiblement, avant il y avait un produit, maintenant il y en aurait peut-être 3. Voilà. Donc toutes ces personnes à remercier, parce que bon, je suis toute seule aujourd'hui, mais ça a été un travail de plus de 3 ans, presque 4 ans, cette thèse. Donc j'ai bien sûr pas fait toute seule. Et merci à vous. Merci Anaïs. Donc, au cours de ces interventions, il aura été beaucoup question de pores. Je voulais savoir si ce problème vous évoquiez des questions particulières. Moi, j'avais juste une première remarque suite à ce qu'on disait en question, puisqu'on avait été question de la en tout cas de la tenue dans le temps des résines des résines synthétiques à faible poids moléculaire comme le Régalrez ou le Laropal, pour répondre à notre question précédente sur le climat des églises. En tout cas, en termes de chantilly, le risque est beaucoup plus faible qu'avec une résine naturelle. Nous sommes d'accord. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Plein de questions dans le coin là-bas. Alors, je commence par... je commence par Nathalie Balcar. C2RMF avant tout. Moi, j'avais une question sur la porosité. Est-ce qu'elle affecte toute l'épaisseur de la couche de vernis ou juste une surface ? C'est progressif. Plus l'humidité, plus l'œuvre est en contact avec l'humidité longtemps, plus ça pénètre dans la couche. On a vraiment un gradient progressif. Donc c'est plus en lien avec le temps de contact humidité, oui. Et donc il n'y a pas de relation entre
L'épaisseur. Du coup, il va y avoir avec l'épaisseur. Avec le temps, oui, il y a une relation avec l'épaisseur, mais pour un temps T qui est assez proche du début, que la couche soit fine ou épaisse, on a le même rendu optique à la fin, la même altération à la fin. Mais après, plus on progresse dans le temps, plus si la couche est beaucoup plus épaisse, on a potentiellement quelque chose qui est plus blanc et qui devient de plus en plus opaque. Donc ça peut faire toute l'épaisseur de la couche. Okay. Ah oui, on l'a vu, oui. Et juste sur le test de réversibilité, tu n'as pas indiqué à combien de temps tu l'as fait du composé perfluoré que tu as appliqué? Après combien de temps? Oui. C'était assez rapide. J'ai plus en tête ce que j'ai soutenu en 2017. Assez rapide, en tout cas. Parce que... pas après un long vieillissement, pour répondre à ta question. Non. Et aujourd'hui, tu les as toujours, certaines de ces éprouvettes avec le produit? Oui. Ça serait intéressant de faire un test de réversibilité? Oui, elles sont en bas. Alors, il y avait une autre question. Merci. Est-ce que ce produit perfluoré, on le trouve facilement dans le commerce, et est-ce que tu as mis en place, par exemple, un guide sur comment l'utiliser? Est-ce qu'il faut passer plusieurs couches? Il n'est pas commercialisé, donc pour l'instant, on a prouvé que c'était possible, mais il y a la partie suivante de commercialisation n'a pour l'instant pas suivi, donc on va voir là avec la thèse suivante, est-ce qu'il y a quelque chose qui se débloque un peu plus, mais pour l'instant, ce n'était pas le cas. Après, pour l'instant, ça en est là. Je suis d'accord. Mais c'est ça qui est bien dans les tests, il faut toujours laisser du suspense pour les autres. Mais après, c'est vrai que j'aimerais bien que ce que j'ai développé, ça soit utilisé. Il y a une demande et c'est vrai que ça pourrait être bien que ça ne reste pas dans un carton. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, René Delary. Dis donc. I have a question for you about the fluorinated hydrocarbon. What is it exactly? I assume it's a higher molecular weight material that stays behind. It's not a solvent. It's not something that evaporates. So no. The question is, what does it do exactly? And then I also have a question for the previous speaker, if I may, and that is, what exactly is the difference between porosity and roughness? And did you actually see air pockets? I think that was the implication of your talk, that you get air pockets between the varnish layer and the paint layer. And have you actually seen those? Pour la première question, je ne me rappelle pas exactement de la structure moléculaire du composé, mais elle est dans ma thèse qui est trouvable en ligne. En mettant mon nom et Chancy, on tombe directement sur ma thèse si vous voulez regarder. Et sinon, je vous l'enverrai par mail. Mais pour ceux qui veulent avoir plus, que là, j'ai fait un survol assez rapide de certaines choses. Si vous voulez avoir plus d'informations, la thèse est en ligne et consultable sans problème. Je ne me rappelle pas. Should I try and answer in English? Okay. I think in this study we're assuming that rugosité is a sort of surface phenomenon, whereas porosity is implicates something that's going inside the material. Something like Anaïs just described, if that makes sense. And to answer your question about if we detected these air pockets, at the moment we haven't. I think the study by Lohmann that Raphael discussed in her talk did detect these air pockets. We haven't yet, but it's one of the goals with using OCT. It's just I think we need to use the machine in a slightly different way, and on our samples as well, in order to be able to see that. We're really just at the premises. So, but if we do,
we will obviously let you know. Alors, on avait également reçu des questions par rapport effectivement à la question de la réversibilité des résines sur une couche picturale par définition poreuse. Et donc, la question portait, je pense, effectivement sur la résine qui est la plus réversible en fonction de la porosité de la couche picturale. Alors, moi, je reprends tout à fait cette question, puisque nous, en contemporain, le seul bon vernis est le vernis abusif retiré. Avec les questions effectivement qui portent toujours sur la fraction de vernis qu'on laisse dans une couche picturale, par définition poreuse. Donc il y a toujours une fraction du vernis qui reste. Donc, alors, moi je résume, hein, parce que je ne suis pas scientifique, mais si je comprends bien, on a plutôt intérêt à avoir sur une couche picturale poreuse, en premier vernis, un vernis à haute masse moléculaire, un vernis plutôt polymère, de façon à ce qu'il soit plus facilement retirable. Mais c'est peut-être que je dis n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe quoi? That's the question. Est-ce que quelqu'un veut tenter de se lancer dans une réponse à mes angoisses? Ça dépend. C'est facile. Françoise de Geffège. Moi, j'aurais tendance à penser qu'une couche de vernis de haute masse moléculaire, comme à la fois la viscosité ralentit la pénétration dans les pores, aura tendance à être plus en surface et donc peut-être plus facilement extractible, sachant qu'il reste toujours une fraction et que la totale réversibilité me semble impossible, puisqu'en fait... quand on a une surface poreuse, on a quand même des grains de pigments faiblement liés. Et donc, il ne faut pas arriver jusqu'à trop nettoyer, c'est-à-dire trop enlever du vernis. Donc, peut-être qu'aussi, la deuxième solution, c'est d'avoir à la fois quelque chose de haute masse moléculaire et de très stable pour que ce qui reste dans la couche picturale n'altère pas à long terme les objets. Et donc, la question de la stabilité des résines employées est aussi un paramètre très important, puisqu'en fait, ce qui va rester dans la matière ne va pas transformer cette matière, ou faiblement en tout cas. Ceci dit, c'est a priori comme ça, il faudrait quand même vérifier que les vernis de haute masse moléculaire n'ont pas tendance à migrer dans la matière. Ça, on vous laisse le travail. En fait, c'est mettre des hauts poids moléculaires sur des surfaces très rugueuses. Au moment où on va vouloir les retirer, si on ne sait pas qu'en dessous, c'est une surface très rugueuse et poreuse, on peut faire transférer le vernis dans la couche picturale, en fait. Après, ça dépendra de la méthodologie de nettoyage. Oui, si on utilise des mélanges de solvants, on risque de faire migrer. Si on utilise peut-être des gels ou des nanogels, il y a peut-être moins de chances de les faire migrer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la qualité de la surface avant d'avoir retiré le vernis, en fait. Ouais. On a une autre question qui d'ailleurs revient un petit peu sur la question de la pratique, non pas de la théorie, mais de la pratique de la restauration et du geste de restauration. Donc nous avons des questions de non pratiquants, si j'ose dire, non, alors croyants, je ne sais pas, mais non pratiquants, je vais peut-être remettre là-bas, sur l'usage des vernis, des résines synthétiques à faible poids moléculaire. Et nous avions une question, peut-être de quelqu'un qui ne demande qu'à croire, et qui se posait la question, effectivement, en termes de mise en œuvre par rapport aux résines classiques, aux résines naturelles type mastic ou damar, s'il y avait dans le geste du restaurateur, dans la pratique, effectivement, des contraintes ou des difficultés supplémentaires, ou en tout cas liées à l'application et la mise en œuvre, enfin, la mise en œuvre et l'application de ces résines. Alors, si la réponse est non, ça va vite. Je vous laisse faire un sondage. Voilà, tac. Bonjour, donc je suis Claire Merens. C'est vraiment une question difficile. Donc, est-ce que je peux avoir de nouveau la question parce qu'elle est tellement longue? Je peux lire la question oui, oui. Dans sa formulation. Très bien, oui. C'était les restaurateurs qui appliquent le Regal Res veulent bien partager leur truc pour une application qui ressemble à la damar, que ce soit au pinceau ou au pistolet. Donc, est-ce que les gestes sont différents entre la damar et le
RS, comment faire pour qu'à la fin, le résultat final avec Rue de la Rez soit non discernable, ou en tout cas très proche du résultat avec Damar. C'est comme ça que je comprends la question. Très bien. Bon, par rapport à un Régarès, par rapport à un Damar est beaucoup plus fluide. On doit vraiment le travailler beaucoup. Donc on brosse, on prend plutôt la brosse et on l'étire. La choréo, ça c'est vraiment chacun son truc. Et oui, on doit vraiment bien le travailler et il faut travailler plus pour qu'il sèche un peu et pour qu'il devienne un peu moins brillant. Mais c'est vraiment, c'est super difficile à expliquer, il faut vraiment le montrer. Donc des stages de chorégraphie oui, de Régarès sont à organiser. Oui, il faut essayer. Alors, en attendant peut-être que vous posiez d'autres questions, ça me fait penser qu'on avait une question liée, parce que il y a des gens malheureux de ne pas avoir pu s'inscrire aux journées, enfin aux ateliers vernis de demain et d'après-demain à l'INP. Donc je pense qu'il y en aura peut-être d'autres d'organisés. Il faut à ce moment-là avoir des alertes, alertes INP, si j'ose dire. Tu as 2 nouvelles questions. Ah, alors attendez. À plusieurs reprises sur Internet, on nous demande quel est le nom du composé perfluoré utilisé pour combler les pores dus au Chancy. Et une autre question sur quel est le solvant qui a été utilisé pour retirer le traitement fluoré. Et dernière question, qui est liée, l'application du composé perfluoré change-t-il les propriétés physiques de la couche picturale et donc le choix du vernis? Alors, le produit n'a pas de nom puisqu'il n'est pas commercialisé, mais c'est un diamide perfluoropolyéther. Voilà, si ça vous répond à votre question. Et ensuite, on voulait vraiment connaître la stabilité au long terme de ce produit, donc on n'avait pas souhaité revernir ensuite. Donc les essais que vous avez là, sauf les essais qui ont été faits par la restauratrice sur une œuvre du CMN qui ont été vernis après, mais il n'y a pas eu un gros travail sur ensuite quel type de vernis on peut mettre par-dessus. C'est quelque chose qui resterait à faire. Et la 3e question, c'était le solvant, c'était du perfluorooctane qui avait été utilisé, ce qu'il fallait que ce soit un solvant fluoré pour enlever du coup le produit fluoré. Mais ça pourrait être un autre type de solvant fluoré sans problème. Alors, je crois qu'il y avait une question par là-bas. Julie Barthes, restauratrice de peinture. Dans le cadre justement des traitements des supports des peintures, il est très fréquent d'avoir à finalement appliquer un vernis pour limiter les chancis de couches picturales, voire de vernis. Et donc je m'interroge sur le bon vernis à appliquer, le plus réversible possible et le moins intrusif pour la matière d'origine. Mais est-ce une bonne réponse? Alors, Dominique a répondu, c'est une vraie question. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse. Je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse, mais j'ai une petite idée. Françoise Ogefège à nouveau. Traditionnellement, les conservateurs restaurateurs de support qui travaillent avec des apports d'eau sur les supports toiles, ce qui n'est pas forcément la majeure partie des traitements, mais utilisent un vernis Damar pour protéger la peinture avant de mettre des protections de surface à la colle de pâte diluée, etc. Maintenant qu'on vient d'entendre que les vernis Damar sont les vernis les plus sensibles à l'humidité, je pense que donc leur effet barrière est assez limité. Alors, c'est du court terme, mais néanmoins, ça reste sensible à l'humidité. Donc, il faudrait peut-être s'interroger justement sur peut-être mettre des produits de synthèse. Alors, nos collègues nous disent, oui, mais ça adhère moins bien. Il faut peut-être essayer. Donc, je pense qu'il faudrait, dans ce cas, éventuellement, si on veut protéger de manière plus efficace. Alors, l'eau par la surface, mais il y a quand même beaucoup d'eau qui passe par l'arrière, donc de toute façon. Et quand on connaît l'effet de l'eau, mais ça, Tom Lerner avait déjà écrit un article sur l'effet de l'eau sur les couches picturales et les solutions aqueuses, il y a très longtemps, dans Studies in Conservation. Donc, quand on connaît l'effet de l'eau sur les couches picturales, on est toujours un peu inquiet
quand il y a beaucoup d'eau dans les traitements du support toile. Merci. Alors, oui. Je ne vois plus rien, Mathieu. C'est une question différente d'une internaute, d'une restauratrice. Question effectivement qui est liée sur aussi. Oui, qui est liée au support aussi. Est-ce que vous avez pu observer, enfin, on observe au revers des toiles le passage des vernis, notamment au niveau des craquelures. Est-ce que vous avez constaté des modifications du comportement des supports toiles causés par ce phénomène, et est-ce que vous avez des références bibliographiques ou des références de recherche sur ce domaine? Nous sortons un peu de la thématique de la journée, encore plus, mais je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à répondre ou si on laisse cette partie mystérieuse pour une suite éventuelle. Surtout que je pense qu'il n'y a pas énormément de restaurateurs très spécialisés dans le traitement des supports. Ah, pour une suite, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ou souhaits ou vœux? Alors, attention, c'est la dernière opportunité que vous avez de savoir tout ce que vous avez voulu, ce que vous vouliez demander sur les vernis sans jamais avoir osé le faire. Non. Dans ce cas, je vous propose de terminer en beauté en laissant la parole à notre chef de département, Mireille Klein, qui va dire le petit mot gentil de conclusion. Gentil, je ne sais pas parce que j'ai du mal à être gentil, mais je vais essayer de conclure, ce qui est déjà une affaire assez difficile. Donc, je vais remercier tous les participants de cette journée qui a été, donc, je le répète, co-organisée par le C2RMF, l'INP, et qui n'aurait pas pu avoir lieu sans la collaboration, j'allais dire, de restaurateurs, en l'occurrence de restauratrices libérales qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et c'est une journée qui a mis en évidence la complémentarité de nos formations, de nos expériences et de nos compétences à tous, tant j'allais dire à nouveau restaurateurs, donc restauratrices, historiens de l'art et conservateurs, scientifiques au nombre desquels évidemment Monsieur Delary. Et puis, nous ne devons pas oublier l'importance de la documentation et de la bibliographie qui ont été non seulement mises en exergue par, je reprends par ordre chronologique, par mes deux anciennes élèves qui malheureusement maintenant sont reparties donc, pour cette enquête qu'elles ont menée, qui a été une enquête à partir de rapports de restauration qu'elles ont pu trouver à la fois sur la base Eros, mais aussi dans nos archives pour les plus anciens. Et ces enquêtes sont particulièrement importantes pour nous faire comprendre l'évolution des pratiques, des protocoles et des produits utilisés. Et ce sont des enquêtes que nous espérons continuer à faire mener à nos élèves en Master 1 de l'École du Louvre. Nous en avons aussi fait faire sur l'évolution des pratiques de dorure. Et donc des dorures, évidemment, dans les ateliers qui étaient les ateliers de restauration des musées du Louvre, des musées nationaux et ensuite du C2RMF. Donc l'importance de la bibliographie a bien été également soulignée dans le cadre de cette étude sur les propriétés optiques des vernis, et on se rend compte qu'effectivement, il est toujours très très important de se rapporter à toutes ces publications avant d'engager des études, puisque nous avons
souvent des informations, des renseignements qui pullulent, mais que nous avons du mal à synthétiser. Et donc là, c'est un gros travail qui a été fait à l'occasion de cette étude et donc de ces journées. Pour le vernissage, donc moi je retiendrai de l'intervention de Françoise Auger-Feige l'importance pour les résultats du vernissage, donc des ajustements multiples. Évidemment, à chaque fois, on part de l'œuvre, hein, comme d'habitude. Donc les ajustements par rapport à l'état du tableau, par rapport, souvent, on l'oublie au projet d'accrochage et ensuite d'exposition. Et puis, évidemment, la facilité de la manipulation des produits. Et enfin, et surtout, la qualité optique souhaitée et toujours notre fameuse stabilité et durabilité dans le temps. Ça, évidemment, ça fait partie des souhaits émis à chaque fois, mais que nous avons du mal à atteindre, mais nous nous en approchons de plus en plus, enfin, on l'espère. On a noté aussi qu'il y avait une bonne alternative aux résines vernis naturelles, notamment grâce aux découvertes de Monsieur Delary avec les Régalrez 1094 et l'Aropal A81. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les numéros, mais Monsieur Delary me corrigera. Ça va, je vous remercie. Et puis, Anaïs Gentil a pu nous parler à nouveau de sa thèse qui a marqué ici une étape importante pour notre connaissance ce qu'on appelait à l'époque la microfixuration des vernis, qui en fait était une porosité. Ça a été vraiment une découverte de découvrir donc que ce champ-ci n'était pas une microfissuration, mais une porosité des vernis. Et ça a remis beaucoup de choses en cause. Et je pense que grâce à cette découverte de micro-porosité des vernis et des couches picturales, nous allons pouvoir avancer dans le domaine de la conservation-restauration. Donc, que vous dire d'autre? Nous avons d'autres projets de recherche qui vont démarrer, notamment un sur l'utilisation des lasers pour les dégagements des repeints de couches picturales. Donc c'est Dominique Martos, ici présente, qui va démarrer, je pense, très bientôt ce projet. Hein. La gestation est déjà bien avancée. Donc le C2RMF essaye d'être un acteur tout à fait moteur dans le domaine de la conservation, restauration, et ensuite organisera bien sûr au fur et à mesure des journées de partage afin que l'avancée sur les nouvelles technologies et sur leur application dans le domaine de la restauration puisse être complètement partagé avec vous toutes et tous, et que vous puissiez aussi nous apporter certains éléments issus de vos propres expériences ou de vos interrogations. Et puis, je vais peut-être reprendre une phrase de Françoise Auger-Feige que je partage pas Françoise, mais la phrase complètement. Vous avez dit chaque intervention est un dommage pour l'objet, et je crois que c'est une phrase effectivement qu'il faut tous intégrer et méditer. Et évidemment, si nous arrivons à pouvoir reculer dans l'espace-temps et arriver à
on va dire, un laps de temps tout à fait honorable de 80 ans entre deux opérations de restauration, mais ça serait évidemment quasiment un miracle. Je crois que nous allons plutôt agir par étapes et nous verrons bien. Mais c'est vrai que cette phrase m'a marquée parce que nous avons des exemples d'œuvres qui sont quelquefois restaurées et j'en connais tous les 3 ou 4 ans. Et là, on se dit qu'il y a vraiment un très, très gros problème et qu'il est temps, avant de restaurer, de poser ses valises et d'envisager la problématique de conservation des œuvres dans toute leur globalité, dans toute leur matérialité avant d'intervenir à nouveau. Et puis, je peux vous dire aussi que donc, cette journée a été enregistrée et qu'elle sera accessible sur la chaîne YouTube, parce que nous avons maintenant une chaîne YouTube C2RMF, et donc dans les très très prochains jours. Voilà, je vous remercie. J'ajoute également qu'on verra s'il est possible de transmettre en même temps des éléments de bibliographie comme ceux qu'on a vu passer, de façon aussi à permettre aux inscrits d'avoir ces indispensables outils à disposition. Voilà, je vous remercie.